Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Très heureux d'être là avec vous tous. Donc effectivement, je suis Jean-Pierre Lambert, donc coach agile et qualité indépendant. Alors j'ai mis du coup sur les slides les quelques infos pour me retrouver. Bon, le Twitter, n'hésitez pas à évidemment me citer, me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc ça, c'est la routine. Et si vous voulez travailler avec moi, me solliciter, donc j'ai un site professionnel jp-lambert.com. Mais aussi, l'autre chose dont on veut parler, ça a été dit par Norman, c'est effectivement Scrum Life. Donc, je suis le créateur de Scrum Life, effectivement, et je suis pas tout seul derrière aujourd'hui. Donc, Scrum Life, si vous ne connaissez pas déjà, c'est la première chaîne YouTube francophone qui parle d'agilité. Ah, on ne m'entend pas? On ne m'entend pas. J'ai cru dire attends, on n'a pas le son dans la salle. Du coup, je parle pour rien depuis tout à l'heure. Il va falloir que j'attende peut-être et que je refasse toute l'introduction, j'ai l'impression. Ah, maintenant, vous m'entendez? Bon, alors je refais tout. Voilà pour vous. Donc je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile et qualité indépendant. Donc voilà, mon Twitter est sur la slide, J-Pierre Lambert. Si vous voulez me solliciter pour travailler, vous avez jp-lambert.com. Et puis surtout, l'autre chose, comme Norman en a parlé, donc effectivement, Scrum Life, scrumlife.tv. Si vous ne connaissez pas, donc c'est la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'esprit agile, voilà, on aime bien dire sans détour, sans tabou et avec humour. Et voilà, si vous connaissez pas déjà, c'est voilà, allez sur scrumlife.tv, regardez une vidéo ou deux, je suis sûr que vous serez accro. Et puis après, partagez-le autour de vous, etc. Voilà. Bon, maintenant on va commencer du coup la conférence à proprement parler. Donc voilà, le titre c'est toutes les équipes agiles ne se valent pas. Pour vous donner une idée de quoi on va parler pendant ces dizaines de minutes qu'on a devant nous. Voilà quelques titres alternatifs qu'on aurait pu donner à cette conférence, à cette keynote. Voilà, ça pourrait être le piège de la feature team. Voilà. Je vais réintroduire le terme de feature team ensuite si ça vous parle pas, mais c'est que c'est pas si facile que ça à mettre en place. Ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, c'est pas forcément la finalité du chemin. Et ce qui aurait pu être d'ailleurs le titre, un autre titre, être vraiment agile, le chemin est encore long. Voilà, parce qu'on va voir qu'effectivement, il y a plein de manières d'être et la feature team, c'est populaire, mais c'est que le début du chemin, c'est pas la fin. Ou un autre titre qui aurait pu être possible, c'est organisation agile, conditions et conséquences. Puisqu'évidemment, le but, ça va pas juste être de dire, attendez les gars, vous faites pas ça, vous êtes nuls. Non, c'est aussi de se projeter, de se dire, il y a plusieurs manières de s'organiser et il y a des conditions pour pouvoir le faire, pour que ça marche bien, et aussi donc des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation, pour le mode de fonctionnement, pour la valeur qu'on crée, etc. Et voilà. Alors donc il va falloir que j'introduise donc ces notions de feature team ou component team. Alors qu'est-ce que c'est? Alors la notion de feature team, je vais me référer à la définition qui est la définition standard introduite par Craig Larman et Bas Vodde et qui a été reprise dans LESS, le framework LESS, le framework de passage à l'échelle LESS, qui est très bien, le framework LESS, notamment en termes de documentation. Donc n'hésitez pas à aller sur la page LESS qui décrit les feature teams. Ils ont une très belle description des feature teams. Voilà, Craig Larman, c'est celui qui est derrière LESS. C'est pour ça que quelque part, on retrouve dans ce qu'il a écrit, c'est ce qui se retrouve dans LESS. Donc voilà, en quelques mots, c'est ce que nous dit donc cette image. C'est une équipe. Pourquoi feature team? Parce que c'est une équipe à laquelle on va lui donner une fonctionnalité à prendre en charge, donc une fonctionnalité vraiment centrée client, centrée utilisateur, et elle doit sortir un incrément produit potentiellement livrable de cette fonctionnalité-là. Voilà, donc c'est pas feature dans le sens domaine fonctionnel, c'est dans le sens elle travaille sur une fonctionnalité de bout en bout, puis sur une autre fonctionnalité de bout en bout, etc. Et après cette équipe-là, elle est structurée d'une certaine manière, donc elle est alors cross-functional, c'est-à-dire que justement elle va travailler sur tout d'une fonctionnalité à l'autre, ne sera pas forcément sur le même domaine fonctionnel. Alors cross-component, c'est-à-dire que par contre, il va falloir toucher à tous les composants derrière pour aller au bout de cette fonctionnalité, et elle est stable et durable dans le temps. Ce qui est assez important, justement, l'équipe, elle est stable, elle bouge pas, ça reste les mêmes personnes sur une longue durée. Alors, à côté de ça, c'est quoi par rapport à la component team? Donc, la component team, c'est un peu le mode de fonctionnement traditionnel qui a quand même beaucoup perdu en popularité depuis que c'est l'agile, maintenant le nouveau standard. Donc, ça, c'est pareil, je le tire toujours de la doc de LESS. C'est un diagramme qui nous montre le fonctionnement traditionnel. Alors, on voit au niveau des
des éléments bleus qui s'enchaînent les uns suite des autres. C'est la cascade, c'est le waterfall. Voilà, et on commence par une phase d'analyse. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les requirements? Puis une phase de conception, le design, les mock-ups et ainsi de suite, l'architecture. Puis une phase d'implémentation. Et c'est là où on va faire intervenir des component teams parce que finalement, pour faire la fonctionnalité, l'élément de produit, on a besoin de toucher à différents composants. Chaque composant étant géré par une component team, donc on a besoin d'une component team, enfin de solliciter chaque component team de chaque composant, qui vont ensuite mettre leur code ensemble. Et après, on va le donner à une autre équipe qui cette fois s'occupe du test. Et puis, ce qui n'est pas sur le diagramme, probablement qu'il y a encore une autre équipe d'ailleurs derrière, les ops, qui vont faire le déploiement, etc. Donc, on voit ce mode de fonctionnement component team, justement, c'est vraiment ni plus ni moins le mode traditionnel de fonctionnement. Et si on le compare, une manière de le voir, la différence fondamentale avec la feature team, encore une fois, je pioche dans la documentation de l'ES. Voilà, component team, finalement, si on a une liste de choses à faire, voilà, ce qui est à gauche, il va falloir décomposer cette fonctionnalité dans les diverses component teams pour que chacune ait son morceau de travail à faire, qui par contre derrière sait ce qu'elle doit faire. Elle travaille sur un composant donné. Par contre, on a des flèches transverses, parce que forcément, ces différentes component teams, il faut qu'elles se parlent, il faut qu'elles se synchronisent, il faut qu'elles sortent leurs choses ensemble. Peut-être qu'il y a des interfaces entre, donc il faut être synchro, ce qu'on fait, l'interface correspond bien, etc. Alors, feature team, on retourne le modèle. On a une feature, on la donne à une équipe, cette équipe la gère. Par contre, du coup, cette équipe, elle a moins besoin d'interagir avec les autres équipes, mais par contre, elle a besoin de toucher à l'ensemble des composants. Voilà. Et donc le changement, fondamentalement, il est là. Et alors, donc si je remets la feature, cette définition de la feature team, on va voir que dans la plupart des entreprises, on fait ce qu'on appelle ça feature team, mais ça n'en est pas. Et je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Premier exemple, c'est l'équipe, voilà, qui est censée être une feature team et qui dit clairement, non, mais à notre niveau, on ne peut pas tester. Voilà. Quand on a terminé, c'est livré dans l'environnement de recette et puis il y a bien des gens qui vont passer dessus pour valider que ça marche ou que c'est ce qu'il faut, etc. Non. La feature team, elle doit livrer un incrément potentiellement livrable. Elle doit être transverse sur les compétences et sur le cycle de vie en fait de la feature. C'est-à-dire qu'elle doit intégrer et la partie conception et la partie test prêt à déployer, etc. Un autre exemple, la feature team, alors qui va vous expliquer, ou sinon ça se voit très bien, s'il y a un board physique ou d'ailleurs pas physique, on va voir le board de cette équipe. On va voir, alors il y a différentes colonnes, les classiques, à faire, en cours, terminé, parfois beaucoup plus d'autres étapes. Conception en cours, on a les mock-ups, on a fait le dev, maintenant il faut reviewer le dev, il faut tester, il faut valider, il faut déployer, etc. Mais on a aussi une autre dimension, c'est qu'en fait on va avoir plusieurs lignes, on va avoir des lignes de nage, et une ligne de nage par techno. Donc en fait on va avoir une ligne de nage qui va être front-end web, une autre ligne de nage front-end iOS, front-end Android, back-end, base de données, et tout ce qu'on veut, on peut en avoir à foison. Et là, quand on a ça, elle est où la feature en fait? On voit bien que ce qui est sur ce board, c'est pas la feature, c'est l'ensemble des tâches et des tâches au niveau technique pour chaque techno à faire. Et là, quand on est ça, pour moi, c'est pas une feature team. On n'a pas, en fait, c'est un amas de petites component teams. Voilà, on a mis dans la même équipe divers experts qui ont chacun leur ligne de nage, qui sont chacun une équipe en fait, et ils doivent se synchroniser entre eux pour avancer. Et on imagine sortir de la valeur. Mais la feature, on la voit pas trop, en fait, au milieu de tout ça. Un autre exemple, ça pourrait être, alors, on va parler de ressources, parce qu'on est dans un mode, déjà, on voit en termes de mindset un peu traditionnel, on va pas parler de personnes ou d'employés, on va parler plus de ressources. Et on va allouer les ressources en fonction des projets. Voilà, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ou exceptionnellement, voilà, on va monter des task force. Là, on a besoin de cet expert, il faut qu'il aille sur cette équipe. Puis 1 mois plus tard, maintenant, on n'a plus besoin, c'est sur telle autre équipe qui va. Ou alors, on va monter en charge. Là, c'est le début, on fait toute la conception. Là, c'est la fin, on fait plutôt du test, etc. Donc là, vous voyez bien, on entre directement en conflit avec le fait que l'équipe, elle doit être stable et durable dans le temps. Et ça, c'est vraiment au cœur de la notion de feature team. C'est-à-dire que ce qu'on a appris et ce qui sert à promouvoir ce modèle des feature teams, c'est que il vaut mieux avoir des personnes qui ne travaillent pas dans l'équipe plutôt que de casser la dynamique d'équipe. Parce qu'en fait, le premier facteur de performance d'une équipe, c'est pas l'excellence technique, l'excellence de chaque personne individuellement, c'est la dynamique d'équipe qu'ils arrivent à créer.
Et donc, en fait, quand on casse l'équipe, et dès lors qu'on enlève des membres ou qu'on en rajoute, on casse la dynamique d'équipe, on rentre à nouveau dans un cycle où l'équipe doit à nouveau se réapproprier, etc. Donc, si tous les 3 mois, on casse l'équipe, on n'arrive jamais vraiment à avoir une équipe qui a une vraie cohésion et dynamique d'équipe et qui est vraiment très performante. Et donc, c'est ce que je disais, c'est des personnes, c'était la conclusion de leur expérience. Ils essayaient différents modèles dans l'entreprise. Ils ont dit, voilà, il y a un moment donné, d'un point de vue budgétaire, où justement, c'est des ressources, c'est des lignes de dépenses, ça semblerait logique d'enlever la personne pour qui on n'a pas de travail aujourd'hui. Voilà, sur cette feature, on touche pas à la base de données, on n'a pas besoin du DBA. Sauf que ça va coûter plus cher de l'enlever, de le mettre sur un autre projet, puis peut-être de le faire revenir plus tard, que de le laisser, de se dire au pire, il n'est pas productif. Ça, c'est ce qui. Et là, on voit, on est quand même dans un changement de paradigme. On est sur qu'est-ce qu'on arrive à sortir comme valeur et pas la productivité individuelle des personnes. Alors, un autre exemple. Ouais, on est une feature team. On est une feature team de 22 personnes. Voilà. Parfois, c'est 12, 15, 22. Parfois, c'est 30. Ça pose beaucoup de questions quand on est aussi nombreux. Parce qu'effectivement, dans la notion d'équipe agile, on va toujours retrouver les notions d'auto-organisation. C'est très compliqué de s'auto-organiser à 22. Et en fait, en général, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire écho au précédent exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que oui, ils vont se structurer en sous-équipes qui, elles, vont s'auto-organiser. Il y aura la sous-équipe avec 3 développeurs back-end qui, eux, à leur niveau, ils vont s'auto-organiser. Ils vont se partager les tâches. Ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont collaborer sur l'architecture. Ils vont réfléchir à plein de choses. Mais ce seront 3 personnes, pas les 22. Et puis, pareil, chaque groupe. Et là, en fait, pourquoi on en arrive là? Ça fait écho, encore une fois, aussi à ce qu'on a vu. Peut-être parce qu'il y avait ce fameux expert. À un moment donné, on a vu que c'était pas utile de le bouger de projet en projet. Sauf qu'on n'en a pas assez pour en mettre dans chaque équipe. Donc, on s'est dit, par exemple, ça peut être le designer. Peut-être qu'on en fait, en gros, on a un designer pour 2 équipes. Donc, on s'est dit, plutôt que de doubler nos effectifs de designers, on va fusionner 2 équipes. Comme ça, on n'aura plus qu'un seul designer par équipe et il sera à temps plein. Parce qu'effectivement, d'avoir le designer partagé entre 2 équipes, ça marche pas très bien, voire pas du tout, parce que son quotidien ne ressemble à rien. Il est embarqué dans aucune équipe. C'est pas motivant. Il a aucun focus. C'est très compliqué. Donc, c'est bien pour lui. Par contre, du coup, on se retrouve avec une équipe qui est 2 fois trop grosse. Donc, ça non plus, ça va pas marcher. Ça va pas être vraiment une feature team. On va retrouver c'est un amas de plus petites équipes qui essaient de collaborer ensemble. Et puis, le dernier exemple, quand quelqu'un est malade, on attend qu'il revienne. On va pas faire son travail à sa place. C'est le seul expert sur le sujet. On est coincé. Tant pis, on fera la feature plus tard, quand il sera là. Ça, non. Ça, justement, c'est-à-dire que l'équipe, elle doit être multidisciplinaire. La multidisciplinarité, elle doit aller au-delà on a juste mis dans la même équipe une personne de chaque compétence. On n'est pas en train de dire que chaque personne doit savoir tout faire, mais elle doit, dans une certaine mesure, quand même s'approprier les autres compétences et devenir, à minima, un backup. Voilà, je suis pas l'expert. Par contre, je peux quand même donner un coup de main. Effectivement, l'équipe ne doit pas s'arrêter au point mort le jour où l'expert de l'équipe est parti, est absent, a une urgence, est malade, est passé sous un camion. C'est la fameuse expression de Truck Factor. Ça, en plus, c'est pas une feature team. Et en fait, finalement, ma conviction, c'est que qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que la différence entre l'intention et la réalité, c'est que une équipe agile, la plupart des équipes agiles qu'on va creuser, qui effectivement vont dire, ouais, nous sommes une feature team. Et la réalité, c'est elles sont pas vraiment une component team. Elles ont un peu quitté ça, mais elles sont clairement pas une feature team. Voilà. Ce qui les définit, c'est plutôt, on est un amas de micro-component team. On a pris une personne ou quelques personnes de chaque silo, des anciens silos, et on les a mis ensemble. Et on leur a dit, maintenant vous êtes une équipe, vous êtes une feature team. Sauf que c'est un peu plus subtil que ça. Et maintenant, alors là, j'ai beaucoup critiqué. C'est facile de juste critiquer et dire c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais la réalité, c'est aussi que faire des feature teams, c'est difficile en même temps. Donc, il faut quand même leur dire, OK, elles font peut-être pas ce qu'il faut, mais ce qui est bien à la limite, c'est qu'elles essayent. Et ça, c'est super déjà. Elles essayent. Voilà, c'était l'histoire que je racontais à l'instant. On a essayé de faire des petites équipes, etc. Sauf qu'on n'avait pas de designer, on se partageait le designer. Donc, du coup, on a fusionné les équipes pour avoir le designer à temps plein. Donc, quelque part, elles expérimentent, elles essaient de trouver. Et ça, c'est super. Maintenant, souvent, il manque
quelque chose de très important et de clé, c'est que est-ce que c'est si difficile que ça en fait? Et généralement, il y a un ingrédient fondamental que je retrouve quasiment jamais dans ces fausses feature teams, justement. Si on retombe sur la doc donc Deleuze, sur la feature team, il y a un élément dedans qui est quand même très important, que je vous ai mis en valeur là, c'est que au sein d'une organisation d'équipe, lorsque d'avoir une spécialisation, ça devient une contrainte, voilà, que ce soit en termes de compétences ou de connaissances, alors on apprend. Tout simplement, on apprend. Et ça, l'air de rien, c'est rare en fait. Et la règle de base, elle n'est pas plus compliquée que ça. C'est-à-dire que on vous a donné un mandat. Vous êtes une feature team. On va vous donner des fonctionnalités et vous les faites. Et si vous n'avez pas ce qu'il faut pour aller au bout, eh ben, vous l'apprenez. Alors, c'est pas forcément vous galérez dans votre coin. On peut l'accompagner, on peut payer des formations, etc. Mais si on a cet élément-là, assez naturellement, on va se retrouver sur une équipe qui est effectivement réellement pluridisciplinaire, qui maîtrisera tous les composants qu'elle a besoin de maîtriser et ainsi de suite. Et ça, c'est effectivement cet élément qui est très important et que très souvent on ne trouve pas. Et on voit bien en termes de mindset, on est toujours dans le traditionnel. C'est-à-dire que non, mais tu te rends pas compte, l'équipe, elle va rien sortir. C'est grave. Eh ben non, oui, mais elle peut pas sortir. Il faut qu'elle apprenne un truc. Elle va l'apprendre. Et après, il y aura de la redondance. Elle sera capable de gérer des absences, sera capable de gérer un périmètre fonctionnel plus large. Ça a énormément de valeur. Et non, on revient toujours sur les vieilles habitudes ouais, mais quand même, faut sortir 33 points ce sprint. Si je caricature un peu, quoi. Et ça, il est là le truc de fond. Et alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, qu'on voit que les feature teams, c'est souvent la base de beaucoup d'organisations agiles et qu'en réalité, beaucoup d'organisations qui se disent être agiles ne sont pas à ce niveau de feature team, et pourtant, les feature teams, c'est pas si agile que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour ça, je vais vous exposer plusieurs modèles d'équipe. Alors donc du coup, la component team et la feature team, on en a déjà parlé. Qui, encore une fois, ces deux équipes, elles ont une définition bien établie. On l'a pas forcément tous en tête, mais je vous invite, voilà. Si vous êtes là, normalement, je l'ai remis sur la table cette définition. Si vous savez pas, allez voir la doc Deleuze Feature Team. Vous avez une très bonne définition. Voilà. Cette définition, elle est établie, elle est là. Elle est claire pour tout le monde. Maintenant, je vais vous donner d'autres exemples d'équipes où là, la définition est peut-être un petit peu plus floue. Je vais vous donner ma définition, mais on va dire peut-être que d'un endroit à un autre, on sera peut-être pas d'accord sur le nom qu'on y donne. Donc déjà, excusez-moi pour ça. En tout cas, pendant tout le reste de la présentation, je vais dire les noms que je vous donne. Le niveau d'après, ça va être la squad. Alors squad, le terme qui nous vient donc de le modèle Spotify, entre guillemets, il faut mettre des formes puisque ça n'a jamais eu la volonté d'être un modèle, mais un mélange retour d'expérience et vision d'où il voulait aller. Mais qui est quand même extrêmement inspirant et très bien documenté. Où là, en fait, il y a vraiment une notion de DevOps, en fait. Une notion il y a un ownership qui va au-delà de j'ai livré une fonctionnalité, mais qui est aussi, je m'assure qu'elle est en prod et qu'elle fonctionne bien. Et ça, je vous l'expliquerai peut-être un peu mieux en allant un petit dans la slide d'après. Le niveau d'après, ça va être l'impact team. Alors ça, c'est un terme qui a été introduit par Meilleur Agent. L'idée, c'est que c'est une équipe, autant que la feature team, elle est drivée par, on lui donne une fonctionnalité, elle la sort. L'impact team, elle est drivée par, on lui donne un KPI à faire bouger. On lui dit, voilà un KPI business, faut faire ça. Donc un vrai impact sur le business, sur les clients, sur les consommateurs. Et voilà. Et là, on voit qu'on est quand même à un niveau plus large, plus holistique. En fait, on lui donne vraiment un problème à résoudre et pas une solution à implémenter. Et puis le dernier niveau que j'ai envie de vous parler, je vais l'appeler la product team. Là, c'est une équipe qui gère un produit, vraiment tout un produit, ou un morceau de produit, un gros produit qu'on a découpé en plusieurs morceaux, mais qui est donc très très indépendante sur ce produit-là. Au passage, product team, c'est souvent un terme qui est utilisé pour désigner dans une entreprise l'équipe produit au sens marketing plus conception, etc. Et je suis tout à fait à l'aise d'utiliser ce terme-là parce qu'en fait cette dimension-là on l'a, sauf qu'elle doit être au sein de cette product team qui inclut aussi la dimension ingénierie, comment on y va. Alors pour vous expliquer ça peut-être de manière un peu plus visuelle, c'est
Là, je vous ai dessiné, on va dire un peu peut-être un cycle de vie habituel de développement ou d'un produit. Voilà, la première moitié à gauche, ça va être ce qu'on appelle souvent le discovery. Donc vraiment la dimension produit, c'est où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis à droite, la dimension plus delivery. On a décidé ce qu'on doit faire. Maintenant, faut l'implémenter, faut le rendre quelque chose de concret qui existe et puis le sortir. Et puis complètement à droite, la dernière partie du delivery, c'est le run. Effectivement, on le met en prod et le maintien en condition opérationnelle, ça marche bien. Et gestion des bugs aussi qui vont remonter, qu'est-ce qu'on en fait. Et à l'inverse, tout à gauche, encore en amont du discovery, c'est la dimension stratégie en fait. C'est vers où on emmène le produit, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et là, en fait, cette illustration que je vais vous donner, elle va être très axée sur la notion d'autonomie. Ce qu'on va voir, c'est que je vais mettre les 5 équipes côte à côte. On va voir que plus on va descendre, plus ça va être des équipes qui vont être autonomes. Le premier niveau, la component team, on voit, elle est là, elle fait une partie du delivery. Déjà, c'est clair qu'elle fait que du delivery et elle fait qu'une partie. Elle gère un composant. Ce qui, mécaniquement, c'est très compliqué pour une équipe comme ça d'avoir une vision large des choses, de l'utilisateur, la valeur qu'on sort, etc. Elle est dans un carcan où forcément, à part sortir des lignes de code et des modules, voilà, c'est sa raison d'être. Le niveau d'après, la feature team, on voit que c'est déjà beaucoup plus large. Déjà, on a tout le delivery, puisque c'est le contrat de base. Elles sont capables de toucher à tous les éléments fonctionnels et à tous les composants pour sortir une feature de bout en bout. Et elles commencent à toucher un peu le run, parce que c'est sa responsabilité de sortir un incrément potentiellement livrable. Donc, toute la dimension test, c'est voilà, elle gère pas la prod, mais ce qu'elle sort, ça doit être déployable quand même. Donc, elle commence à mettre le pied un peu dans la dimension run. Malgré tout, et souvent des équipes, des entreprises qui mettent en place les feature teams, parfois elles se sentent limitées par ce modèle pour des questions très simples, c'est que cette feature team, elle touche pas du tout à la partie discovery, mais que la partie delivery. Et pour une raison très simple. Une feature team travaille sur une feature qu'on lui donne, elle la finit, puis elle prend une autre feature. Donc le jour où, par exemple, il y a un bug qui remonte, donc là, vraiment la partie run, à quelle feature team on la donne? En tout cas, c'est pas forcément futé de la donner à la feature team qui l'a développé il y a 5 sprints de ça. C'est normal, tout le monde travaille ensemble. Et puis quand on remonte vraiment dans la partie discovery, voilà, il faut travailler en amont, réfléchir vraiment toute la dimension analyse de marché, faire des tests, faire du lean startup sur les features à venir. À quelle feature team on le donne? Parce qu'elles n'ont pas de domaine fonctionnel à titrer en fait. Ce qui nous amène au niveau suivant, où justement la squad, en tant qu'équipe, elle est stable et elle a une durée de vie longue dans le temps, mais elle est aussi de manière durable sur un périmètre fonctionnel. Ce qui fait que ça lui permet de prendre en charge le run du périmètre fonctionnel dont elle est en charge, mais aussi de commencer à vraiment s'approprier la partie discovery, puisque finalement, il faut qu'on améliore l'acquisition. Parlons-en à l'équipe acquisition. On a une équipe dont c'est le rôle de s'occuper de ça. Alors, quand on va parler de squad, moi, j'aime bien parler de microservices. Et ça, c'est beaucoup ce qu'on va retrouver. Tout l'aspect de DevOps et microservices dans cette présentation de Spotify, c'est très présent. Alors, les microservices, il y a deux manières de le voir. Souvent, c'est vu comme un pattern technique, comment on doit regrouper les modules et les composants. C'est vrai que c'est une part importante de la théorie microservices, comment on arrive à structurer le logiciel pour qu'il soit maintenable dans le temps et en limitant les adhésions entre les modules. Mais c'est aussi, et c'est surtout ça qui va m'intéresser moi, c'est aussi un pattern organisationnel. C'est-à-dire que normalement, au-delà d'avoir structuré dans le code en morceaux, en microservices, ce microservice, il est géré par une équipe intégralement, du début jusqu'à la fin. Voilà, petit aparté, si vous faites des microservices, mais que derrière, c'est pas les mêmes devs qui gèrent la création du microservice et son déploiement et son maintien en prod, alors vous ne faites pas des microservices. Et donc, voilà, et on voit bien que c'est ça qui s'enchaîne. Cette équipe-là, alors elle gère le pan fonctionnel et jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, jusqu'au microservice qui va en prod et qu'on doit le maintenir. Alors, le niveau d'après sur les impact teams, là, ça s'élargit. On a toute la dimension discovery, puisque finalement, encore une fois, on leur donne un KPI à faire bouger. Et puis, on commence même à rentrer un peu dans la stratégie. C'est-à-dire qu'effectivement,
la stratégie à bas niveau, effectivement, on a vu qu'il fallait faire bouger ça. C'est quoi les initiatives qu'il faut mettre en place, etc. Et là, on a vraiment une dimension qui est très orientée sur la croissance d'entreprise. C'est typiquement un modèle qui se prête très bien au pilotage par les OKR. Finalement, on a des objectifs business qu'on va décliner jusqu'à des équipes qui fonctionnent avec des objectifs business. Et le dernier niveau, la product team, elle a tout. Elle gère un produit. Où est-ce qu'on y va? Comment on le construit, etc. Alors maintenant, je vais reprendre cette nomenclature avec ces 5 types d'équipes et puis on va le regarder sous différents angles. Voilà, c'est alors votre modèle d'équipe, c'est pas un modèle absolu, hein. On peut mélanger certaines équipes. Par exemple, quand on est en safe, safe nous dit clairement que la majorité des équipes doivent être des feature teams, mais qu'on peut avoir certains cas particuliers, certains modules où la component team est justifiée. Maintenant, le modèle de base, c'est quand même la majorité des équipes sont des feature teams. Par exemple, donc qu'est-ce que ça va dire sur l'organisation? Donc sur l'échelle, voilà, tout en haut, on est sur un fonctionnement qui est très traditionnel. Et plus on va descendre, plus on va être sur un fonctionnement qui laisse la place à l'innovation, qui va être novateur. Donc la component team, voilà, c'est du waterfall. Chacun fait son truc dans son coin, c'est des silos. La feature team, c'est la brique de base des frameworks de passage à l'échelle. Voilà, JScale. Je vous ai parlé de LES, je viens de parler de Safe à l'instant. C'est la brique de base de l'agilité à l'échelle. Enfin, ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. Voilà. La squad, là, on va être effectivement sur cette idée c'est très orienté DevOps, microservices, j'en ai parlé à l'instant. L'impact team, on va prendre de la hauteur. Là, on est vraiment dans littéralement le product management. Voilà, c'est quoi encore une fois, c'est quoi les indicateurs qu'il faut faire bouger. Et notamment, on va vraiment intégrer tout ce qui sont les notions d'exploration, d'hypothèses à valider, etc. Et encore une fois, pilotage par OKR. Et la product team, c'est littéralement la métaphore de la mini startup. Allez-y les gars, vous avez un domaine, vous avez un produit à faire grandir, à gérer, à faire que ça marche très bien. Allez-y. Alors l'autre point de vue, ça pourrait être de se dire, c'est quoi les conséquences sur le focus de l'équipe? Voilà. Et on va voir qu'on va commencer par un focus qui est quand même très restreint et qui va s'élargir jusqu'à un niveau, voilà, je sors un mot un petit peu savant pour me la jouer, un niveau holistique, voilà, où vraiment on a tout qui est pris en compte. La component team, c'est la productivité. Vous gérez un module, faut en sortir plus. Voilà. C'est comme ça aussi que régulièrement on se retrouve à sortir des features qui ne servent à rien. Voilà, on est dans notre module, on a rajouté une nouvelle API qui fait des trucs géniaux que personne n'a besoin et probablement que ce dont les gens ont besoin, on ne l'a pas développé accessoirement. La feature team, le focus, c'est délivrer. Je vous ai montré sur le diagramme, elle touche pas trop, voire pas du tout à l'aspect discovery. Elle touche qu'à l'aspect delivery. Et c'est ce qu'on demande aux feature team dans un modèle d'agilité à l'échelle. On vous donne les features et vous les sortez. Donc, ce qui fait écho à ma phrase de tout à l'heure, c'est que le début du chemin, en fait, sur l'agilité et la feature team. C'est pas si agile que ça. Parce que moi, je trouve ça assez triste, une équipe agile où, finalement, elle gère pas le produit, quoi. Ensuite, le niveau squad, là, on rajoute quand même une dimension forte qui est la notion de pérennité. Voilà, tout le focus sur DevOps, microservices, c'est vraiment cette idée que on se contente pas de sortir des features. C'est-à-dire que ces features, elles doivent vraiment être maintenables dans le temps, et ce qui inclut aussi le maintien en conditions opérationnelles de la prod. On doit être capable de s'assurer qu'il n'y a pas de downtime, que ça marche bien ou que ça revient très vite, et qu'on est au cœur de ça, qu'on est vraiment pleinement impliqué dans cette dimension-là. L'impact team, là, on prend de la hauteur. Là, le focus, il devient vraiment le business, la croissance. Alors, le growth, comme on dit, voilà, avec le bon accent, c'est ça ce qu'on vise. Et le dernier niveau, product team, là, le focus, c'est avant tout l'autonomie. C'est une équipe qui peut avancer tout seul, à son rythme, sur le sujet, qui décide du bon sujet et qui avance. Un autre point de vue que j'aime beaucoup, alors John Cutler, ça fait partie de mes idoles. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre. Et ça, c'est une phrase qu'il avait sortie, puis il en a fait des articles, il en a fait des conférences. C'est outcomes over outputs. Voilà, c'est comment on fait avancer nos organisations pour que elles sortent des vraies choses qui comptent, des outcomes, qu'elles aient un impact sur le monde, en fait. Et pas juste des outputs, c'est oui, on a sorti des choses, quoi. Et on retrouve exactement ça sur cette échelle. La component team, elle sort des trucs. Voilà. Bien ou mal, elle sort des trucs. La feature team, elle sort de la valeur.
Voilà. On lui donne une feature qui doit être orientée client ou utilisateur. Donc, par définition, ça doit changer l'expérience utilisateur ou l'expérience client, ça apporte de la valeur. Ce qui est déjà énorme. C'est pour ça aussi que le feature team, c'est le premier niveau où on commence à parler d'une équipe agile, parce que là, on a un vrai focus sur la valeur, et aussi parce que c'est une équipe qui doit délivrer. Pour moi, c'est deux des critères fondamentaux d'une équipe agile. Le troisième niveau, avec la squad, là, on introduit le fait que cette valeur, elle doit être pérenne. C'est pas mal aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste, on a sorti la bonne feature et on l'oublie. Non, ça doit vivre dans le temps, ça doit continuer. L'impact team, on sort la valeur pertinente, on sort la bonne valeur, on sort le truc qu'il faut faire. Ce qui est quand même, et ça, c'est aussi assez intéressant. Et là, la product team, c'est la notion de valeur, même c'est l'équipe qui définit en fait même. C'est quoi la valeur? C'est quoi pour notre produit? Qu'est-ce que ça veut dire la valeur? Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Dans quelle direction? Donc, je vous ai parlé de framework de passage à l'échelle. Et en fait, effectivement, ces différentes sortes d'équipes, elles ont chacun, on peut les voir chacune comme une manière d'augmenter la taille d'une entreprise pour faire du passage à l'échelle. Et en fait, sur ce niveau, il y a une opposition à faire. C'est-à-dire que tout en haut, on est sur, je l'ai mis en anglais, scaling the workforce. C'est-à-dire qu'on a besoin de produire plus de choses, on rajoute plus de personnes. Alors que quand en bas, on va être sur unscaling the problem. Alors ça, c'est une phrase qui est assez populaire. Il y a des personnes assez connues, comme Martin Fowler, qui vous disent que safe, c'est une horreur sans nom, qu'il faut pas en faire, et qui vous détiennent et qui disent le discours que l'agilité à l'échelle, ça n'existe pas. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est pas qu'on peut pas avoir une entreprise qui fonctionne en mode agile et qui arrive à grossir. Quelque part, c'est ça le passage à l'échelle. Ça veut juste dire que ce qui va marcher, c'est non pas de gérer un problème plus gros et donc avec plus de personnes, ça va être de couper le problème en plus petits morceaux et qui chacun peuvent être gérés individuellement par une équipe agile. Donc c'est pour ça. Pour eux, c'est pas de l'agilité à l'échelle. C'est une multitude d'équipes agiles. C'est unscaling the problem. On va casser le problème. Donc qu'est-ce qu'on voit? La component team, c'est l'ère industrielle. C'est voilà, on a besoin de sortir plus de montres, et on rajoute des chaînes de montage de montres. C'est un peu ça. Et effectivement, la conséquence, elle est que on va rajouter des personnes. Donc, on va rajouter aussi des managers, potentiellement des micro-managers. La feature team, c'est le modèle, encore une fois, c'est Agile at Scale, typiquement Safeless, qui se structure sur des équipes multidisciplinaires. Donc, c'est quand même déjà un bond en avance sur la notion d'autonomie, sur vision de ce qu'on doit faire. Et dans la gestion des dépendances, parce que l'air de rien, la première dépendance avec les component teams, c'est on touche à 3 modules et ces modules, ils se parlent ensemble. Là, on enlève à la racine ce problème-là. On a mis les personnes capables de toucher aux 3 modules dans la même équipe. Le niveau d'après, encore une fois, ça va être le pattern microservice. En tant que pattern organisationnel, et avec cette conséquence très forte, c'est que cette équipe, elle est pleinement responsable de la solution. Parce que justement, elle va gérer les conséquences derrière sur la prod. Alors, on peut le voir de 2 manières. On peut le voir en se disant, c'est bien, ils vont pas faire n'importe quoi parce qu'ils vont vraiment être conscients des contraintes de la prod. Mais on peut aussi se dire que s'ils ont envie d'innover, de tester une nouvelle techno parce que justement, ça va être la meilleure techno, ils peuvent. Parce que c'est eux qui vont gérer ensuite. Voilà, ça, c'est le genre de choses que j'ai déjà vécu. On est une équipe veut passer de MySQL à MongoDB pour un tas de raisons, et puis à la fin on leur dit non, mais l'équipe des ops elle est formée qu'à MySQL, elle sait pas gérer MongoDB, donc c'est pas possible de retourner sur MySQL. Et quelque part c'est censé, il faut être très pragmatique dans ses choix, mais de l'autre côté, c'est peut-être pas MySQL qu'il leur faut. Donc ça permet d'apporter vraiment beaucoup de pragmatisme. S'il faut prendre quelque chose de nouveau parce que c'est la meilleure solution, on peut parce que on est responsable de je commence à aller jusqu'au bout. Mais à l'inverse, on part pas non plus dans des délires parce qu'on est conscient des conséquences que ça a derrière. C'est déjà très puissant. L'impact team, donc là, on est sur un modèle de passage à l'échelle justement par OKR. C'est-à-dire qu'on va avoir une vision pour piloter tout le monde et qu'on va décliner. Alors c'est vrai que je parle d'OKR depuis le début, je l'ai pas introduit. OKR, le haut, c'est Objectives. On donne un objectif très puissant qui nous emmène, qui nous motive. Et KR, Key Results. Donc là, c'est un peu des KPI à faire bouger. Donc vraiment, on pilote des gens par une vision et des KPI à bouger, et non pas par des ordres, une liste de choses à faire.
Et là, au travers de ça, c'est-à-dire que cette équipe, elle a cette fois une responsabilité, un ownership sur le problème et pas juste sur la solution. Ce qui est, là, encore une fois, assez puissant. Et enfin, le dernier niveau, la product team, finalement, l'entreprise en tant que telle, c'est une pépinière. Alors, du coup, comme on aime bien parler d'intrapreneurs pour les entrepreneurs à l'intérieur d'entreprises, on pourrait appeler ça des intraprises. Voilà, et ça veut dire qu'il y a un vrai changement dans la manière dont on pilote les équipes. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'investissement et non plus d'allocation de budget. Voilà, on a plein d'équipes quand elles fonctionnent. Et ça veut dire aussi que toutes les notions de dépendance, on va vouloir les gérer via un framework économique, en fait. C'est-à-dire que on a besoin d'un expert qui est dans la boîte. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, cet expert, il a un prix. Voilà. Donc, on gère notre budget. Est-ce qu'on le sollicite? Ça nous coûtera tant. Ou est-ce qu'au contraire, on développe la compétence en interne dans notre équipe? Les deux choix sont bons. C'est très contextuel et c'est surtout local comme décision. Qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre? Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à cette indépendance. C'est-à-dire qu'il y a des règles et localement, on peut les prendre plutôt que passer par un décisionnaire. Donc vraiment, c'est cette idée. On est dans l'état d'esprit mindset, tout en ayant quand même le support d'une grosse entreprise derrière, ce qui est censé être quand même un avantage concurrentiel par rapport aux vraies startups. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue gouvernance? Ça veut dire que, comme on le voit, c'est-à-dire que tout en haut, on va aller d'un management qui est très fort vers un management de plus en plus faible et même qui va terminer sur de l'autogestion. Le premier niveau, la component team, encore une fois, qui est le mode traditionnel, voilà, c'est le manager qui sait. Il sait mieux que les équipes. Donc, assez naturellement, c'est une organisation en pyramide. Voilà, les équipes sont groupées avec un chef, les chefs sont groupés entre eux, puis après, il y a des directeurs qui eux-mêmes sont groupés entre eux, etc. Ce qui, sur le papier, semble assez efficace, puisqu'on n'a pas beaucoup de liens pour faire parler les gens entre eux. Maintenant, le problème, c'est que dès lors qu'on doit parler à quelqu'un d'autre, et qu'il faut passer par un manager, voire 2 managers, 3 managers, justement, il y a des intermédiaires. Et ça un coût qui est énorme pour plein de raisons. On perd l'information, il faut se synchroniser. En plus, plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est des personnes qui sont moins disponibles. Donc, réussir à faire travailler 2 silos ensemble, c'est très compliqué si on ne les met pas ensemble, en fait. Deuxième niveau, sur les feature teams, là, on va introduire une notion on va avoir des standards et des leaders. Là, donc on va s'orienter vers le modèle en matrice. Donc ça, on le voit aussi dans la documentation que nous avait partagé Spotify, où effectivement, on a une dimension qui sont les différentes squads, équipes produits, etc. Donc vraiment avec un focus produit sur ce qui doit être à construire. Et on a une autre dimension transverse dans l'autre sens. Donc dans Spotify, ils appellent ça chapters, mais qui sont, moi j'aime bien parler de communauté de pratique, pour avoir aussi un alignement technique, qui est aussi très important. Voilà. Donc, là, on rajoute beaucoup de liens parce qu'effectivement, par rapport au niveau d'avant. Par contre, on n'a plus cette notion de j'ai des intermédiaires pour se parler. Donc ça, c'est quand même très puissant. Donc, c'est ce qui fait aussi que c'est compliqué à mettre en place les feature teams parce que il faut quand même que les équipes se parlent entre elles et notamment d'un point de vue technique, qu'elles restent alignées avec les communautés de pratique, etc. Donc oui, on est en contact avec beaucoup de personnes et puis il faut bien penser à gérer les deux en parallèle. On n'a pas qu'un seul objectif. Il faut faire vivre sa communauté de pratique aussi. Combien de temps j'y alloue? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que j'y pense? Est-ce que j'ai envie? Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est compliqué aussi à mettre en place et à faire vivre. Mais encore une fois, par contre, je peux parler directement à la personne à qui j'ai besoin de parler. Et ça c'est extrêmement puissant. Le troisième niveau, ça c'est une phrase que j'ai repris justement dans la présentation de Spotify, c'est on va favoriser la pollinisation plutôt que la standardisation. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir tout le monde est directement connecté et on doit tous travailler de la même manière, finalement chaque entité, chaque équipe va peut-être expérimenter avec ses pratiques, avec ses approches, avec ses manières de faire. Et entre elles, les équipes vont échanger et les bonnes pratiques vont être pollinisées et c'est elles qui vont gagner parce qu'on l'aura vu, parce qu'on se sera convaincus les uns les autres que c'est la meilleure manière de faire. Et là, le but, il est effectivement en rendant les équipes plus autonomes, en restant sur un domaine fonctionnel dans la durée, on réduit le nombre de liens entre les équipes. Par contre, il y a quand même un problème, c'est que on avance quand même tous sur le même produit. Et donc, c'est ce que j'ai représenté un peu avec les traits orange, c'est que malgré tout, on a quand même énormément de conversations transverses avec un peu tout le monde.
techniquement, on a réussi à réduire le nombre de liens. Par contre, sur qu'est-ce qu'on construit d'un point de vue vraiment produit, il y a encore besoin de beaucoup d'échanges et d'aller loin. Et puis, c'est du feedback aussi. On a construit quelque chose. Qu'est-ce que ça donne? Ça peut remettre en question d'autres décisions produits qu'on a prises. L'impact team, où là, on switch justement vers les OKR, vers la notion de vision. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est le quoi, c'est où on va, et non pas le comment. Le comment on va faire. Et là, donc, du coup, cette dimension produit ou leadership, elle devient, entre guillemets, descendante. C'est-à-dire qu'il y a une vision. Allez-y, on vous fait confiance. Donc là, on réduit drastiquement la lourdeur de la gestion des équipes d'un point de vue produit. Et puis le dernier niveau, là, encore, je l'ai introduit tout à l'heure, là, on est sur une notion d'économie. C'est-à-dire que le mode de travail entre équipes, c'est un marché régulé. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui nous disent, si vous devez faire j'ai donné l'exemple de l'expert, voilà, il y a un prix affiché. Si vous voulez le prendre, c'est tant. Sinon, à vous de voir pour trouver une autre solution. On peut avoir des contraintes transverses. Voilà, ça peut être par exemple un budget de performance. Voilà, on a mis tout le monde notre produit ensemble pour construire le produit qu'utilisera le client. Il y a un budget performance et on peut pas en crapiller plus qu'une certaine quantité chacun. Et si on a besoin de plus, ça veut dire quoi? Et là, comment on achète ce budget-là? Et à l'inverse, si on est plus rapide, qu'est-ce qu'on gagne en échange? Et donc, la notion de vision se transforme par des règles. C'est-à-dire que on récompense les comportements qu'on veut voir et on pénalise les comportements qu'on ne veut pas voir. Et là, effectivement, on arrive à un niveau qui est vraiment axé sur l'autogestion. Et puis peut-être le dernier point de vue que j'ai envie de regarder, c'est il est où le marketing dans tout ça? Le marketing dans le sens le lead produit. Fondamentalement, c'est ça. Le marketing, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le marché? Qu'est-ce qu'on va mettre comme produit? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on va voir que il commence en étant externe et il va être de plus en plus au cœur. Le premier niveau, c'est toujours les deux extrêmes. Soit le marketing, c'est le patron, voilà, c'est le département d'à côté qui donne tous les ordres et c'est ça qu'il faut faire. Soit c'est l'esclave, c'est en fait on n'en a rien à faire, on sort des releases et puis il doit se débrouiller pour les promouvoir. Donc il est complètement externe. Le deuxième niveau, la feature team, on a des patrons qui sont locaux. Voilà, c'est le fameux product owner qui, dans une feature team, il est pas il gère pas vraiment le produit, c'est le responsable du backlog. Voilà, voire parfois le scribe. Si on parle de safe, c'est l'enjeu, il se joue quand même plutôt dans la couche programme avec le product manager. Au niveau des équipes, encore une fois, c'est un ensemble d'équipes delivery qu'on a alignées. Je dis pas que le product owner n'a pas de valeur ajoutée, mais sa première responsabilité, c'est de s'assurer qu'on a bien les features et qu'on les comprend bien et construit bien. C'est même dit tel quel dans la documentation Scaled Agile. C'est un proxy pour l'utilisateur. Voilà, il est là pour faire le proxy utilisateur et pour valider les fonctionnalités. Donc, c'est pas du marketing, si je puis me permettre ça. Au niveau d'après, sur la squad, on commence à rentrer dans une vraie logique de partenariat. On est là ensemble, on a chacun notre rôle, mais on travaille ensemble vers un objectif commun. L'impact team, la notion de produit, elle fait pleinement partie de l'équipe. En fait, je pourrais rajouter, il n'y a pas de rôle dédié au produit dans le sens où c'est plutôt une des compétences qu'on doit avoir. Donc, il se trouve qu'on a des personnes qui ont cette compétence dans l'équipe puisqu'il faut qu'on l'ait. Mais c'est intrinsèquement notre quotidien, ça va être de sortir des tests AB, ça va être de faire des expériences. Et donc, c'est voilà, la notion de faire du produit, faire marketing, elle est intrinsèquement dans l'équipe. Ou à la rigueur, l'expert produit, il va être dans une position de coach. OK, il est à côté de l'équipe, c'est quand même l'équipe qui doit gérer ça. Il est là pour les aider parce qu'il a de la bouteille, il a l'habitude, etc. Mais du coup, il n'est plus acteur à proprement parler. C'est bien dans l'équipe qu'il y a l'action. Et le dernier niveau, product team, c'est du product management, mais en tant qu'entrepreneuriat. Si vous avez déjà fondé des entreprises, des startups, c'est pas tout à fait pareil que de le faire dans une grosse boîte. C'est-à-dire que, notamment la dimension budget, moyen et organisationnel est intégrée, en fait, dans la stratégie produit. Et ça, c'est assez important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut faire cette feature ou celle-là? Sachant que demain, on prévoit que ça marche et qu'il va falloir qu'on scale. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est bien de faire quelque chose qui nécessite une intervention manuelle pour valider le concept, mais est-ce que demain, on saura l'automatiser si effectivement ça marche? Parce que si on découvre juste que sur le marché, un truc manuel apporte le succès, mais que de toute façon,
on n'ira pas parce que ça nous coûtait trop cher, ben, ce n'est pas une voie à explorer. Et donc, il y a un lien qui va au-delà du product management qui est introduit justement. C'est product management en tant qu'entrepreneur, ben, il y a aussi toutes ces dimensions-là de budget, de moyens et de timeline dans le temps de comment on va changer en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, qui sont intégrés. Donc, c'est encore plus large. Alors maintenant, on va peut-être faire le tour rapidement des frameworks un peu courants pour voir où est-ce que ça se situe par rapport à cette échelle. Alors, évidemment, il faut que je parle de Scrum parce que je vous ai introduit Scrum Life. Donc, on parle de l'agilité en général, mais il y a Scrum dedans, donc on est obligé quand même de parler de Scrum. Alors, le premier niveau, Component Team, c'est si vous faites une Component Team, même si vous appelez ça Scrum, c'est pas censé être du Scrum, puisque dans Scrum, l'équipe doit être multidisciplinaire. Après, le niveau Feature Team et le niveau Squad peut correspondre à l'état d'esprit Scrum. Par contre, il faut quand même se dire qu'on est en mode logiciel à la demande. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas l'équipe qui décide de la feature à faire, c'est quelque chose qu'on lui donne à faire. À l'inverse, quand on rentre sur les derniers niveaux, en squad, ça peut être entre les deux, mais Impact Team et Product Team, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait driver avec Scrum, avec vraiment un focus produit. Et c'est vraiment la métaphore de la mini startup qui s'applique aussi à Scrum. Quand on est en sprint review, on est là pour décider ensemble de c'est quoi la suite de notre équipe, budget inclus. Donc, on est en train de parler d'un niveau startup, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on parle des Agile at Scale, Safe, Less? Bon, je l'ai évoqué. Le premier niveau, on n'est pas censé faire des component team en tant que modèle de base en Safe ou en Less. Par contre, très souvent, ça peut être le point de départ. D'ailleurs, sur la page des feature teams sur Less, dont je vous ai vendu au moins une dizaine de fois jusqu'ici, il y a des sections où il parle de ça. C'est OK, comment on fait la part des choses et surtout comment on migre progressivement vers un modèle component team vers feature team. Donc voilà, c'est juste on est en point de départ. Après, en mode feature team, là, voilà, c'est la cible, c'est le modèle de base. Après squad, ouais, éventuellement, ça peut arriver, mais on est en train de s'éloigner un peu du modèle. Voilà. Puis après, impact team, product team, non, c'est pas prévu pour. Safe, Less, ce sont des modèles où on a décorrélé quelque part la dimension vraiment discovery, stratégie de la partie delivery. Et donc, si vous passez à ces équipes-là, enfin, vous allez transcender ces frameworks-là. Alors, le fameux modèle Spotify qui n'est pas un modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, ça se place parmi les derniers niveaux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu autant de hype autour de ce partage de Spotify. Parce qu'effectivement, moi, je l'articule au travers de ça, mais je pense qu'intuitivement, en fait, la communauté des agilistes s'est dit « mais c'est bien sûr ». Et ils ont réussi à articuler tout un tas de choses qui parlent, en fait, à la communauté comme étant des choses qui semblent être une meilleure manière de travailler. Voilà. On peut parler aussi d'un framework ou d'un modèle qui est moins connu, Beyond Budgeting, qui repense toute la notion de budget et qui en fait va beaucoup plus loin, qui parle de comment on repense la structure managériale et toute la notion de leadership. Je vous invite à aller voir éventuellement. En fait, c'est ça. Ils expliquent comment on arrive à avoir des équipes qui se structurent en impact team, en product team, où justement, on a des règles pour gérer avec des investissements en continu. Voilà, penser à investissement plutôt que budget. Et voilà, et on donne des visions plutôt que des ordres, et ainsi de suite, etc. Et puis le dernier, j'ai envie de vous parler d'Agile Fluency. Ce qui est très bien dans Agile Fluency, c'est que donc c'est un modèle en 5 étapes. Voilà, Pre-Agile, Focusing, Delivering, Optimizing, Strengthening. Désolé pour l'accent. Et ce qui est bien, c'est que dans ce modèle, en fait, ils expliquent que c'est un chemin, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que chaque étape, il y a un coût qui est associé. Il y a des gains. Et c'est globalement, chaque étape après est mieux, apporte plus de gains. Mais par contre, il y a un coût. Donc, c'est pas forcément toujours la bonne chose à faire d'aller viser le niveau d'après. Et je pense que cette approche se compare très bien aux 5 niveaux d'équipe que je vous propose. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des product teams. Il y a aussi une problématique contextuelle qui fait que c'est toujours plus ou moins adapté. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai mis les deux côte à côte et en fait, je me suis rendu compte que la component team, effectivement, c'est pre-agile. On n'est pas sur de l'agilité. Ensuite, effectivement, on va changer sur la culture. On va mettre les gens dans la même équipe et ils doivent travailler fondamentalement autrement. Focusing, c'est la feature team.
Après, on va travailler très fort sur les compétences d'équipe, notamment techniques, sortir du code de qualité, la qualité intrinsèque, le delivery. Voilà. La squad, c'est delivering. Après, on va faire un changement de structure d'organisation. Voilà, typiquement pour aller vers des OKR, des choses comme ça, où on va vraiment piloter par la vision. L'impact team, c'est l'optimizing. Et après, on va retourner complètement la culture de l'organisation pour aller vers l'avenir des cultures d'entreprise. Product team, c'est strengthening. Voilà. Et alors, du coup, pour conclure, petite slide, quelles sont les choses à retenir? Voilà, c'est que vraiment, donc, ces 5 niveaux. On voit bien qu'à chaque fois, on n'a pas le même niveau d'autonomie qui est accordé aux équipes. Elles n'ont pas non plus le même niveau de responsabilité dans la conception du produit. Et encore une fois, une feature team, au final, a très peu de responsabilité dans la conception du produit. Et moi, ça me dérange en tant qu'agiliste. Et il y a aussi toute cette dimension, ça joue, ça définit le mode de pilotage et de la gouvernance, vraiment au niveau global de l'organisation. Encore une fois, il y a les deux manières de le voir. C'est à quoi doit ressembler l'organisation pour faire ce type d'équipes qui sont de plus en plus indépendantes et avec un ownership de plus en plus fort, ce qui a énormément d'avantages. Mais à l'inverse, si on veut y aller, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour y arriver? Voilà. Donc, j'ai terminé. Je vous remercie. Puis, on va pouvoir enchaîner avec quelques questions. Ouais. Je t'entends. OK. Tout de suite. Donc, j'attends la première question que je vais répéter. C'est quoi une ligne de nage? Alors, j'avais hésité. Donc, du coup, ça me dit quelque chose. J'avais hésité à le dessiner plutôt que d'écrire le texte. Donc, du coup, je vais le faire avec les mains. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est effectivement, en fait, sur le board, on va avoir en fait plusieurs boards en parallèle. Voilà, on va avoir des coupures horizontales. Donc c'est pour ça qu'on parle de ligne de nage, c'est-à-dire que quand vous avez la piscine, vous savez, il y a la petite corde horizontale pour bien définir où nage chacun. C'est ça en fait. Vous imaginez la piscine, c'est votre board, et donc du coup, il y a chacun qui nage dans son propre couloir de nage. Voilà, donc ça se fait partir. Ça s'appelle comme ça en anglais, c'est swim lane. Par exemple, si vous utilisez Jira, il y a la fonctionnalité qui s'appelle swim lane pour voilà, ça vous permet. Alors, il y a cet exemple-là de trier par techno. Vous pouvez faire plein d'autres choses dans Jira. Vous pouvez séparer ce qui est done, ce qui est pas done, ou ce qui est à faire, ce qui est un commentaire, ce qui est pas prêt, etc. Et alors, du coup, une autre question. Dans un projet, peut-on mixer ces organisations? Alors, oui. Donc, c'est ce que je disais, par exemple, en Safe. Donc là, c'est ce qui est écrit dans la documentation, donc Scaled Agile. Le modèle de base, c'est feature team. Par contre, on peut avoir certaines component teams sur des modules très pointus où on considère que ça se justifie d'avoir une équipe dont la seule responsabilité, c'est de gérer ce composant-là. Voilà, tout ça à chaque fois, quand je parle au niveau organisationnel, je dis en disant c'est quoi en gros le modèle principal utilisé dans l'entreprise, ce qui reflète finalement la culture de l'entreprise. Alors, autre question. Une dernière question. C'est déjà fini? Ah, il y en a encore une sur. Donc, mais j'invite ma.
à cela vient s'ajouter la question suivante. Comment on les forme? Est-ce qu'on les forme? On a beau aller sur des organisations qui aplatissent et qui réduisent souvent le nombre de managers ou du moins leur rôle, bah on a quand même toujours, elles ont quand même toujours un rôle à jouer, ces managers, notamment pour ça, pour fluidifier ces équipes. Alors on n'est plus sur le manager qui donne le travail, qui distribue, qui décide ce qui est offert. Par contre, c'est fluidifier ça. Et ça peut être ça. C'est OK, en tant que feature team, comment vous devenez plus multidisciplinaire? Comment, face à du travail que vous ne savez pas faire, on fait en sorte que vous soyez à l'aise de le faire, et ainsi de suite. J'espère que ça répond. Alors, on va vous faire passer un petit peu d'informations pour voir ce qui va se passer cet après-midi sur le live. Vous allez pouvoir regarder ça dans quelques instants. En attendant, là, ça va être la pause déjeuner. Il va y avoir un certain nombre de choses que vous allez pouvoir faire sur Remo. Sur le live, vous allez avoir une pause aussi. Et on va vous retrouver cet après-midi. Mais pendant ce temps-là, nous, on va préparer aussi, on va préparer les choses et on va préparer des petites surprises. Donc, on espère vous surprendre et vous amener encore un intérêt à vous retrouver cet après-midi. Donc, l'idée, c'est toujours aussi d'attirer l'attention sur ce qui va se passer la semaine prochaine, du 21 au 25, avec ces studios agiles en remote, avec des séances le matin, l'après-midi. Et pour ça, vous allez retrouver encore des postes
avec des vidéos, des participants et quelques animations cet après-midi. Voilà. On vous laisse découvrir un petit peu l'ambiance du studio. Un studio qui a dépassé des matinées à faire des découvertes sur le live, sur le direct, et puis aussi avec vos questions sur Remo. On sent que la tension redescend un petit peu. Ils sont là. Oui, voilà. Ils se demandent quand est-ce qu'ils vont avoir leur sandwich. On leur a pas dit, mais il va falloir les mimer, les sandwichs. Est-ce qu'on pourrait avoir une réaction à chaud de quelqu'un sur ce qui s'est passé ce matin? Est-ce qu'on pourrait inviter un des participants à donner son avis? Je vais à chaud. Je regarde un coup d'œil. Quelqu'un se sent prêt? Est-ce que vous voudriez bien partager avec les gens qui sont sur le live, sur YouTube, vos sensations de cette matinée, de ce matin, cette expérience? Par rapport la présentiel et le remote, c'est par rapport à ça. Je crois que parfois on se demande un peu où vous êtes et où je suis dans un groupe comme ça. C'est un peu spécial, j'avoue, parce qu'on est un peu dans deux dimensions et on aimerait bien être dans les deux à la fois. En tout cas, en ce qui me concerne. Mais je le vis très bien parce que je trouve que c'est chouette d'être déjà en présence et savoir qu'il y a une communauté qui est là en même temps. Et donc, voilà, ça se passe pas mal. Et en tout cas, les aléas du direct sont assez sympas à voir aussi. Merci. Merci beaucoup. Et si on demandait un petit peu l'avis de notre dessinateur, voir ce qu'il a pensé de cette matinée? Est-ce que tu voudrais bien nous donner tes impressions? Comment tu as vécu cette séance? Oui. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'interventions riches et on sentait vraiment l'expérience des différents intervenants, en tout cas pendant le panel du matin que j'ai sketchnoté et que je suis en train de finaliser maintenant. Et donc, on sent qu'ils ont vécu la crise, me semble-t-il, d'une manière assez proactive. Ils ont pu rebondir et j'ai cru comprendre dans leurs interventions qu'ils avaient déjà mis en place toute une série de dispositions de type agile avant la crise déjà, et ça leur a permis de pouvoir rebondir beaucoup plus facilement. J'ai l'impression que c'est un message pour tout le monde de se mettre dans cette démarche-là, dans cet état d'esprit pour pouvoir faire face à ce qui nous attend encore dans l'avenir et avoir des entreprises pérennes. Merci. En fait, les personnes qui sont devant moi, ils ne savent pas encore ce qui va se passer cet après-midi. Vous allez le savoir parce qu'on vous a envoyé une petite indication, des petites explications. Mais il va falloir qu'ils reprennent des forces parce qu'on ne va pas les ménager, en fait. Ils sont restés assis tranquillement à écouter, à participer, à poser des questions, mais on va aussi leur demander leur participation. Oui. Donc, reprenez des forces à midi, hein, parce qu'on va vous réveiller après les premières séances. Je me pose une question. Qui parmi vous va aussi assister aux vidéos, au studio Agile Remote pour au moins une des séances la semaine prochaine? On a un peu la température. Ouais. Et j'aimerais bien savoir un petit peu, vous pouvez y aller tous d'un seul coup, le nom de la séance qui vous a intéressé. On va voir un petit peu ce qu'il y a des noms qui ressortent. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Non, pas encore. Vous savez que vous allez y assister, mais vous ne savez pas encore laquelle. Bon, écoutez, vous êtes un peu comme tout le monde aussi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a fait ces vidéos. Merci à tous ceux qui ont participé et qui avaient accepté d'être filmés pour montrer, faire un petit peu de promotion sur les séances de la semaine prochaine. Et on va continuer cet après-midi. On va en poster d'autres. Et on va aussi vous faire continuer, vous faire participer pendant les séances de l'après-midi pour vous faire participer dans le live. Donc, vous allez être dedans. Je vous en dis pas plus pour que ça soit un petit peu aussi une surprise. Est-ce que tu peux mimer ce que vous mangez ce midi? Ah, d'accord. Ok. Il ne m'avait pas prévenu, hein, je vous jure. C'était pas préparé, ça. Il a été préparé à rien. Vous avez deviné? Une idée?
Julien? Les sandwichs. Ouais, mais un sandwich à quoi? Avec des tranches. Ouais. Fromage. Des tranches de quoi? Fromage. Jambon. Ouais, ça va, je suis pas avec nos intolérants, donc je prends le jambon et le jambon. Ah, bien, là, bon, monsieur. Bon, on va voir ce qu'il y a comme recette. C'est d'accord. Voilà, comme disait notre participant, des softs. Et puis. Il y a quelque chose d'intéressant Ah. qui est de rentrer. Ah oui, ben alors voilà. Voilà, on va pouvoir faire la pause déjeuner. Merci Eric. Voilà, je vous remercie.